merci Daniel pour cette invitation et merci à vous d'être présente et présents ce soir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est un souhait qu'on formule évidemment en ce moment. Alors évidemment, je vais parler de Marguerite de Savoie et on en apprendra un tout petit peu plus et vous en apprendrez encore plus en visitant l'exposition, j'imagine, après ma conférence. Alors, contrairement à son aînée, Marie de Savoie, qui est restée mariée à son époux Filippo Maria Visconti pendant toute son existence, Marguerite de Savoie a été en maintes occasions à l'origine d'intenses négociations matrimoniales qui devaient évidemment servir les visées politiques de sa maison. Certaines d'entre elles ont débouché sur des noces, d'autres ont été infructueuses, et je me propose ce soir de me concentrer sur les deux premiers mariages de Marguerite, tout simplement parce que la troisième alliance n'a pas été organisée par la Maison de Savoie. Donc je vais me concentrer sur le sujet que je connais le mieux, évidemment, c'est la Maison de Savoie. Je vais insister ce soir sur les enjeux diplomatiques de ces mariages, mais aussi sur les questions financières qui ont été abordées, évidemment, dans le cadre de ces mariages, mais aussi les questions somptuaires et matérielles qu'elles ont impliquées, tant pour la Maison de Savoie que pour Marguerite elle-même. Mais la première question qu'on doit évidemment se poser, qui est Marguerite de Savoie? Alors Marguerite est née au château de Morges, donc ici même. Son père était le duc de Savoie Amédée VIII et sa mère, Marie de Bourgogne, fille du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Vous voyez ici, dans l'illustration que je vous ai mise et que vous verrez prochainement aussi, une représentation de la famille ducale qui est visible dans l'Apocalypse figurée des ducs de Savoie, qui a été réalisée aux alentours de 1428-1434, où vous voyez la famille ducale, avec Amédée VIII, évidemment en premier, suivi de ses fils, de son épouse, voilà, vous la voyez peut-être mieux comme ça, de son épouse, Marie de Bourgogne, et de ses filles, et Marguerite, et la petite dernière qui est représentée. Donc, cette famille de Savoie, elle est évidemment représentée dans en prière, mais ce qui va nous intéresser, c'est les mariages de Marguerite. Pour mieux comprendre les enjeux des mariages de Marguerite, il faut évidemment présenter son père Amédée VIII, parce que les alliances au Moyen-Âge étaient tout sauf des histoires d'amour, vous l'imaginez bien. Elles étaient en premier lieu décidées par les familles, notamment par le père, dans un souci dynastique, alors pour des raisons qui pouvaient être diverses. Il pouvait bien sûr s'agir de mettre fin à une guerre, mais d'agrandir aussi son territoire, son prestige bien sûr, mais aussi de renflouer ses caisses lorsqu'elles étaient vides. Donc vous voyez que les raisons pour un mariage peuvent être les plus diverses. Et puis surtout, ce qui est aussi important de savoir dans le cadre de ces alliances matrimoniales, c'est que les époux ne se rencontraient souvent pour la première fois qu'au moment même de leur mariage. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des configurations matrimoniales très particulières. Amédée VIII, duc de Savoie, il a eu un parcours plutôt atypique, parce que de comte de Savoie en 1391, il a été élevé à la dignité ducale en 1416 par le roi des Romains Sigismond de Luxembourg, et donc Amédée VIII est le premier duc de Savoie. Il a bénéficié de son vivant d'une réputation extrêmement favorable parce qu'il a gardé ses États bien à l'abri de la guerre de Cent Ans, au cours de laquelle il a d'ailleurs œuvré en tant que médiateur au sein du conflit en essayant justement de pacifier les différents princes. En 1434, il se retire à l'ermitage de Ripaille, à Thonon, que vous pouvez encore aller visiter, alors plus dans sa totalité bien sûr, mais on a encore quand même une partie de cet ermitage. Mais il n'abandonne pas le titre ducal. Il confère simplement à son fils Louis la lieutenance du duché, et ce n'est seulement qu'en 1439, au moment où il est choisi comme antipape par le concile de Bâle, qu'il laisse son titre ducal pour son fils Louis. Donc, il y avait à cette période deux papes, un pape de Rome et un pape choisi, comme c'est le cas d'Amédée VIII, par le concile de Bâle. Amédée VIII abandonne son titre, bien sûr, mais aussi son nom, et il devient le pape, l'antipape Félix V. Donc, ce qui est aussi important de comprendre dans cette biographie d'Amédée VIII, c'est que
il ne va pas rester pape, il va abandonner la tiare en 1449, les conflits sont beaucoup trop importants au sein de cette église divisée, et il va mourir en 1451 avec le titre de cardinal, donc il avait évidemment abandonné son titre ducal. Les États de Savoie, là encore, c'est important de les présenter pour comprendre les enjeux de ces alliances matrimoniales. Comme vous le voyez, je l'espère, sur cette carte, les États de Savoie sont un vaste territoire qui comprenait une partie de la France actuelle, de la Suisse, notamment le Pays de Vaud, mais aussi qui s'étendait jusqu'à Turin et donc qui comprenait aussi le Piémont. Et vous le voyez, les États d'Amédée VIII descendaient jusqu'à Nice. Donc des États extrêmement vastes, mais qui se trouvaient justement de part et d'autre des Alpes. Et c'est cette configuration géographique qui est à l'origine du premier mariage de Marguerite. Marguerite est âgée de 10 ans seulement, en 1430, quand débutent les premières négociations entre son père et Louis III, duc d'Anjou, comte de Provence, roi titulaire de Naples, de Sicile et de Jérusalem. Il a 27 ans, donc il y a quand même une différence d'âge qui est conséquente entre les deux époux potentiels. Et vraiment, c'est en 1430 que débutent les premières négociations pour unir les deux maisons, les deux dynasties. Le duc de Savoie avait déjà marié sa fille Marie au duc de Milan, Filippo Maria Visconti. Et avec les noces de Marguerite, il essayait de renforcer sa position en Italie, bien sûr. Donc vous voyez qu'en fait, les questions géographiques sont aussi extrêmement importante, et donc de renforcer non seulement sa position en Italie, mais aussi de renforcer le prestige de sa dynastie, parce que Marguerite deviendrait reine de Sicile. Donc c'est évidemment un titre qui est convoité pour le duc de Savoie. Louis III, pour sa part, souhaitait favoriser sa politique italienne, et il voyait en Amédée VIII un allié de poids au nord de la péninsule. Donc on voit finalement que les enjeux sont tout aussi importants du côté savoyard que du côté angevin. Pierre de Beauvau, gouverneur du comté de Provence, premier chambellan et conseiller de Louis III, est chargé par son seigneur de négocier en son nom les clauses du contrat. Pour chaque mariage, un contrat était évidemment lourdement organisé, les moindres détails étaient pris en compte. Là, vous voyez un des exemplaires du contrat de mariage. Il a l'air petit, mais il est très grand. Vous en verrez un. Vous verrez différents contrats dans le cadre de l'exposition. Et donc, les termes de ce mariage, de ce contrat, de cet accord, engageaient notamment Amédée VIII. Il allait donner justement à sa fille une dot de 120 000 ducats de Gênes, qui est une dot considérable. Et il s'engageait aussi, bien sûr, à lui remettre les effets nécessaires à tenir son nouveau rang, celui de reine. Louis III, pour sa part, devait munir sa future reine de la couronne, bien sûr, et des attributs de la royauté. Le chambellan était aussi habilité à représenter son souverain pour contracter des fiançailles qui ont eu lieu à Thonon le 22 juillet 1431. Le mariage n'est toutefois pas célébré tout de suite, parce que la cour a attendu que Marguerite ait 12 ans. Pourquoi 12 ans ? Je vous rappelle, les négociations ont commencé quand elle n'avait que 10 ans. Donc on attend quand même 2 ans avant de penser au véritable mariage, parce que 12 ans, c'est l'âge de la majorité canonique pour les filles à cette époque. Donc il fallait attendre 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons pour être considérés comme majeurs. On attend les 12 ans. Toutefois, ce n'est pas encore au moment où Marguerite a 12 ans qu'elle va quitter sa famille pour le vrai mariage. On a évidemment une cérémonie qui va se dérouler au château de Thonon en grande pompe le 31 août. Toute la famille ducale est présente, mais aussi toute la fine fleur de la noblesse des États de Savoie, une prestigieuse délégation qui a été envoyé justement par Louis III. Il n'est donc pas présent au moment de ce mariage. C'est un mariage par procuration, comme ça arrive très souvent au sein des grandes familles. Et donc on a cette cérémonie qui a lieu à Thonon, mais
sans le mari. Il a évidemment envoyé son représentant qui épouse Marguerite par procuration à sa place. Comme je vous l'ai dit, Marguerite ne va pas quitter sa famille et la Savoie suite à cette cérémonie et à ce mariage par procuration. Elle va encore rester 2 ans en Savoie, donc jusqu'à ses 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'Amédée VIII a toujours été soucieux de ne pas se séparer de ses filles, mais aussi de ses petites filles, quand il les considérait comme étant encore trop jeunes. Donc, ce n'est pas toujours la même chose dans toutes les dynasties, mais en tout cas, pour la Savoie, Amédée VIII a toujours été très soucieux de les garder le plus longtemps possible auprès de lui. Alors, pour 2 raisons assez évidentes. La première raison, c'est si l'écart entre les 2 conjoints était trop important. Donc évidemment, à 12 ans, un époux qui en a pratiquement 30, on préfère encore attendre. Et puis surtout, il y a une autre raison qui est aussi importante, c'est si la jeune fille devait affronter un voyage extrêmement long, voilà, périlleux, nous le verrons. Et c'est pour cette raison que Marguerite reste encore jusqu'à ses 14 ans à la cour de Savoie, parce qu'elle devait aller en Calabre. Alors ça nous semble relativement proche à l'heure actuelle et pas compliqué. Mais évidemment, au Moyen-Âge, c'est un voyage qui est lourd, qui peut être lourd de conséquences, nous le verrons, et qui nécessite plusieurs mois. Donc, on essaye de ménager la jeune fille. La jeune mariée quitte donc la Savoie le 26 avril 1434, elle a 14 ans. Elle est entourée de plus de 130 dames, seigneurs, serviteurs, qui sont tous vêtus d'une livrée, donc d'un vêtement. Cette livrée est verte, c'est un vêtement qui permet de reconnaître les membres d'un même entourage, d'une même cour, au service d'un même seigneur. Et le fait d'avoir une livrée verte au moment du mariage, c'est une couleur qui est fréquemment choisie parce qu'elle signifiait le renouveau. Et donc évidemment, par cette couleur verte qui signifie le renouveau, on espère aussi des héritiers aux futurs mariés. Donc on retrouve très très souvent cette couleur verte pour les mariages, pas seulement en Savoie, mais c'est une coutume assez répandue. La comitive embarque à Seyssel sur 8 navires pour rejoindre la Provence par le Rhône. Donc on a déjà une première navigation sur le Rhône. Donc là, il faut suivre le tracé rouge. Et la flotte va passer par Vienne. Et dans cette ville, elle est accueillie de manière très somptueuse par le roi de France, Charles VII, qui lui offre un somptueux banquet, qui danse avec Marguerite et qui l'honore évidemment en tant que reine de Sicile et de Jérusalem. Le lendemain, elle arrive déjà à Avignon, où elle reçoit de riches présents de la part de la mère de son époux, Yolande d'Aragon. Enfin, Marguerite entre sur les terres de son époux, et c'est au château royal de Tarascon qu'a lieu l'inventaire des biens qui constituent le trousseau de Marguerite. Alors ça, c'est un document qui est extrêmement précieux. On n'a pas, évidemment, pour tous les mariages, des documents qui nous permettent de savoir comment est constitué le trousseau. Donc là, c'est vraiment un document qui est exceptionnel, parce qu'en plus, il est très détaillé. Donc ça nous permet de comprendre ce qu'Amédée VIII a donné à sa fille, finalement, comme trousseau, pour qu'elle puisse tenir son nouveau statut de reine. Bien sûr, en rédigeant ce document, les 2 parties voulaient assurer leurs arrières en cas de décès de l'un des 2 conjoints pour pouvoir récupérer le trousseau si c'était nécessaire. Comme vous le voyez, enfin plutôt vous le devinez par ces colonnes, le trousseau est important. Chaque ligne, chaque entrée, on va avoir des objets qui sont décrits, consciencieusement même, à commencer par les différentes pièces d'orfèvrerie de la chapelle et la vaisselle de la reine. Et puis ensuite, on a aussi une liste de toutes les tapisseries de sa chambre qui sont ornées de ces nouvelles armoiries, fleurs de lysée. N'oublions pas qu'elle devient reine, mais par l'entremise des Anjou. Et donc, les Anjou portent les fleurs de lys. Ce sont surtout les vêtements et les joyaux que Marguerite a reçus de son père qui retiennent l'attention. Amédée VIII avait fait confectionner pour sa fille
qui devait, comme je vous l'ai dit, désormais tenir son rang royal, des vêtements dans les tissus les plus précieux, les plus chatoyants. À nouveau, ils sont décrits, donc on connaît de manière très précise les différentes robes qui ont été confectionnées pour Marguerite, de fine écarlate, de velours pair, cramoisi, violet, noir, vert, mais aussi broché d'or. Et puis surtout, ces vêtements étaient richement fourrés d'hermine, mais aussi de petits gris ou de menu vert, donc des fourrures extrêmement coûteuses. Je veux dire, Amédée VIII n'a absolument pas lésiné pour offrir à sa fille un trousseau somptueux. Marguerite avait aussi été dotée de bijoux parés de précieux rubis, de saphirs, de diamants, de perles. Ces colliers sont très très bien décrits, parfois de manière extrêmement minutieuse, et l'un d'eux représentait une scène pastorale avec une bergère entourée de brebis, et puis au milieu, une prairie verte bordée de chênes. Mais le collier le plus impressionnant de cette longue liste est offert à Marguerite par sa belle-mère, Yolande d'Aragon. On connaît le poids de ce collier. Alors, on doit transformer parce qu'on nous parle de 7 marcs, mais c'est environ 1,7 kg. Donc, une pièce imposante. C'est donc un collier qui était orné d'un grand saphir, orné de 6 gros rubis, de 5 autres saphirs et de 22 grosses perles. Alors, je ne peux malheureusement pas vous montrer ce collier, mais on peut quand même se rendre compte de ce que pouvait représenter ce type de joyau. Vous allez voir ce même collier après dans l'exposition avec des détails, c'est extrêmement beau de le voir sur des écrans. Et donc on peut se rendre compte finalement à quoi pouvait représenter un collier de la même époque. Donc là c'est un collier qui a été plus ou moins estimé au niveau de sa réalisation dans les années 1430, donc ça marche extrêmement bien avec l'époque qui nous intéresse. Et puis surtout c'est un collier qui a peut-être été remis par Marguerite elle-même à sa fille, Hélène de Württemberg, fruit de son 3e mariage, qui a épousé Kraft VI de Hohenlohe, et c'est un collier qui se trouve encore à l'heure actuelle entre les mains de la maison princière de Hohenlohe. Donc vous voyez peut-être un des colliers qui a figuré dans le trousseau de Marguerite, peut-être. Mais revenons à notre voyage. Marguerite et sa suite poursuivent leur périple sur mer, évidemment, pour rejoindre la Calabre. Mais c'est une traversée extrêmement mouvementée. Les textes comptables qui permettent de reconstituer tout cet itinéraire nous expliquent bien que le bateau a failli faire naufrage et que la traversée a été extrêmement difficile. On a aussi une autre attestation de ce voyage extrêmement pénible parce que Marguerite elle-même a laissé une trace de ce voyage et de ce naufrage qui avait failli arriver, parce qu'on peut le voir notamment dans l'ex-voto que vous voyez sur votre droite, où Marguerite se représente elle-même. Donc c'est un ex-voto qu'elle a fait réaliser aux alentours de 1434 pour remercier la Vierge Marie de l'avoir sauvée des flots et du naufrage. Et là, vous voyez justement, Marguerite est représentée en tout petit, en blanc. Elle est tirée en fait par la Vierge Marie, donc sauvée des flots, et vous voyez en bas de l'image justement des personnages qui sont pratiquement en train de se noyer. Et donc Marguerite a fait réaliser cet ex-voto pour remercier finalement de la grâce qu'elle a reçue en étant sauvée de ce naufrage pendant le voyage. La jeune reine rencontre enfin son époux Louis III à Cosenza en juillet, où le mariage est véritablement célébré, cette fois-ci, en la présence de son époux. Alors c'est un mariage qui n'a qu'une très brève existence, parce que les 12 époux n'ont pu être ensemble qu'un seul mois, parce que le roi de Sicile part en campagne militaire contre ses ennemis, mais malade, atteint vraisemblablement de fièvre. Il rédige son testament le 13 novembre et meurt 2 jours après,
donc le 15 novembre 1434, à l'âge de seulement 31 ans. Marguerite se retrouve veuve, elle n'a que 14 ans, premier veuvage. L'annonce du décès de Louis III n'arrive en Savoie que début janvier 1435. Les nouvelles prennent du temps. Vous avez vu quand même qu'il a fallu un temps considérable à Marguerite pour rejoindre le sud de l'Italie. Pour donner la nouvelle du décès de son mari, ça prend autant de temps. Et donc, des envoyés d'Amédée VIII sont aussitôt dépêchés en Calabre parce que les nouvelles qu'il rapporte en Savoie, fin avril, sont extrêmement alarmantes. La sécurité de Marguerite ne semble pas assurée du tout, et c'est bien qu'il s'agisse de toutes les pièces du trousseau que je vous en ai présenté seulement quelques-unes tout à l'heure, mais aussi tous ses bijoux, son orfèvrerie, les cadeaux qu'elle a reçus, sont détenus par le châtelain de Cosenza. Donc elle n'a plus finalement à sa disposition les biens qu'elle possède. La situation politique dans laquelle se trouve Marguerite est en effet aussi extrêmement difficile parce que les terres du sud de l'Italie sont secouées par des guerres civiles, des combats, mais surtout, et ça c'est quand même un des points les plus importants, Marguerite n'a pas eu d'enfant avec son mari, et sans héritier, et avec un mariage aussi bref, il ne lui reste plus qu'une chose à faire, c'est rentrer en Savoie. Si elle avait eu un héritier, elle aurait pu prétendre et garder finalement le titre, mais sans héritier, évidemment, elle doit rentrer en Savoie. Le retour de Marguerite, que vous voyez alors en noir cette fois-ci, Marguerite quitte Cosenza le 22 novembre 1435. Elle a pu récupérer tous ses biens, ça a quand même été de très lourdes négociations de la part des émissaires d'Amédée VIII, il n'a rien lâché, donc il a vraiment voulu récupérer tout ce qu'il avait donné à sa fille et garder les cadeaux qu'elle avait reçus notamment de sa belle-mère. Et la jeune veuve, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent, partent, quittent Cosenza. Ils sont tous vêtus de noir, on le sait. C'est attesté dans la comptabilité, donc dans les sources, bien sûr en signe de deuil, même si le mari de Marguerite est mort depuis plus d'1 an. Elle a dû attendre plus d'1 an avant de pouvoir être rapatriée, en quelque sorte, en Savoie auprès de son père. Le fait que le convoi soit totalement vêtu de noir est important parce qu'il s'agissait pour la dernière fois de rappeler que c'était le convoi de la reine de Sicile, épouse de feu Louis III, et c'est après, là encore, une traversée qui est harassante pour la jeune femme et une longue route à cheval que le convoi va arriver enfin à Genève le 25 février 1436, mais c'est 3 longs mois de voyage. Évidemment, la maison de Savoie n'a pas attendu longtemps avant d'essayer de remarier Marguerite. Vous pouvez bien l'imaginer. Elle a gardé le titre de reine, donc c'est un parti convoité. Mais sur l'échiquier des stratégies matrimoniales, Marguerite est évidemment une pièce qu'Amédée VIII, son père, souhaite jouer. Et donc, de nombreuses tentatives d'épousailles ont été organisées, mais je ne m'arrêterai que sur la plus importante, la plus prestigieuse aussi, qui a lieu en 1440 et qui a été désirée ardemment par Amédée VIII pour que Marguerite épouse rien de moins que le nouvel empereur, donc le nouveau roi des Romains, Frédéric III de Habsbourg, qui était tout justement nommé. Alors, ce n'est plus du tout Amédée VIII qui donne sa fille, mais c'est l'antipape Félix V, parce que le duc de Savoie, je vous en ai brièvement parlé tout à l'heure, venait d'être élu souverain pontife par le concile de Bâle en décembre 1439. Donc ce n'est plus le duc de Savoie qui essaye de marier sa fille, mais c'est l'antipape, Félix V, et les enjeux sont importants. Félix V avait été reconnu par une minorité de princes. Et en essayant de proposer une alliance entre sa maison, et donc en donnant Marguerite
à Frédéric III, qui n'avait pas encore choisi à qui il allait donner son obédience, donc à l'antipape Félix V ou au pape de Rome, son cœur balançait encore, on va dire. En donnant Marguerite à Frédéric III, Félix V essayait, en tout cas espérait, qu'il allait pouvoir le gagner à sa cause. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important pour Félix V. Une ambassade est envoyée au roi des Romains vers le mois de mars, et nous avons la chance d'avoir conservé en fait l'instruction qu'Amédée VIII, Félix V, a donnée à ses ambassadeurs pour pouvoir traiter avec Frédéric III. Cette instruction est très claire et les arguments sont listés de manière limpide, avec les arguments et les contre-arguments que Frédéric III pourrait éventuellement aborder et les réponses que les émissaires devaient alors donner. L'instruction présente les arguments en faveur d'une union avec Marguerite. Frédéric et elle sont proches en âge. Elle a 20 ans, il en a 25. C'est pas mal. Ils portent tous deux un titre royal. C'est aussi évidemment un point en faveur de Marguerite. Et puis surtout, Marguerite est désormais la fille d'un pape. Donc un prestige, même si c'est un antipape, qui est quand même considérable. Alors si cette proposition matrimoniale devait être écartée, parce que Marguerite est veuve et n'est de fait plus vierge, les ambassadeurs devaient rétorquer qu'aucune loi n'empêche l'empereur de contracter un mariage avec une veuve. Et puis oui, bien sûr, elle n'est plus vierge, mais en fin de compte, elle n'a été mariée qu'un mois, donc elle n'avait pas été mariée très longtemps, ce n'était finalement pas très important. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mentionné dans cette instruction qui est donnée aux ambassadeurs et les arguments qui devaient être avancés pour convaincre Frédéric III. Alors Frédéric III ne s'empresse pas de continuer les tractations. Ce n'est qu'après son couronnement à Aix-la-Chapelle, le 17 juin 1442, qu'il décide de se rendre en Savoie, à Thonon, pour rencontrer Marguerite en octobre de la même année. Alors il était sans doute curieux de la rencontrer, de la voir en personne et de pouvoir prendre une décision en tout état de cause. Alors si l'apparence n'est évidemment pas un critère déterminant dans le choix d'une alliance matrimoniale au Moyen-Âge, on peut quand même avancer que le nombre de portraits qui sont demandés avant de prendre une décision quant à un mariage nous dit quand même que ça pouvait avoir un certain poids. Et donc, le fait que Frédéric III se déplace pour rencontrer Marguerite, on sait qu'il l'a évidemment rencontrée, on a des attestations, ça a lieu à Thonon. On pouvait évidemment penser que ça pouvait être un argument supplémentaire, une beauté. Hein. Marguerite est quand même présentée comme une très belle femme dans les attestations qui nous restent, donc peut-être un moyen de prendre une décision en fin de compte. Toutefois, les pourparlers matrimoniaux cessent, parce qu'une alliance avec Marguerite aurait impliqué Frédéric III dans la lutte religieuse qui avait lieu au sein de l'Église à ce moment-là, entre les deux souverains pontifes, et c'était évidemment une situation assez périlleuse pour le nouveau roi des Romains. Marguerite ne sera jamais impératrice. Donc, les négociations tournent court, et donc Marguerite attend de nouveau un potentiel mari. Amédée VIII Félix V ne renonce toutefois pas à une alliance avec l'Allemagne pour sa fille. Il continue d'espérer finalement de rallier des princes allemands à son pontificat. Certains princes germaniques avaient adhéré à son pontificat, ils étaient quand même minoritaires, il faut quand même le signaler, mais il espérait pouvoir en rallier d'autres à sa cause en proposant Marguerite. Vous voyez, c'est vraiment un pion qui est déplacé sur les échiquiers des alliances matrimoniales, mais aussi politiques, bien sûr. Son choix va se porter sur Louis IV, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, qui lui-même est appâté par la dot importante qu'Amédée VIII Félix V va donner à sa fille. Marguerite est désormais âgée de 24 ans, elle est quand même veuve depuis 10 ans, je vous le rappelle, ça fait un moment qu'elle attend,
Et quand les négociations débutent pour la marier à ce prince de 4 ans son cadet, on voit que la cour de Savoie est extrêmement désireuse que ces négociations aboutissent. Dès le mois de mars 1444, les envois d'émissaires entre les deux cours se font plus soutenus, tout comme les échanges de cadeaux. Donc là, on voit que les choses commencent à se concrétiser. Et en octobre de la même année, donc en 1444 toujours, Louis IV confie à son oncle Otton de Bavière les pleins pouvoirs pour traiter en son nom des modalités du contrat matrimonial. Que voici, donc à nouveau un contrat important. On a toujours l'impression qu'il est tout petit, mais il est vraiment imposant. La dot de Marguerite est fixée à 125 000 florins du Rhin. Et si cette dot est très légèrement inférieure à la somme qui avait été prévue pour son premier mariage, mais bon, elle obtenait quand même un titre royal avec ce premier titre. Ça justifiait sans doute cet écart, mais aussi le fait que Marguerite était veuve au moment de son deuxième mariage. Il n'en demeure pas moins que c'est une dot qui figure parmi les plus élevées de celles qui sont remises à la même époque aux filles du duc Louis de Savoie pour leur mariage, qui nous montre quand même l'importance qui est accordée par les Savoie à cette nouvelle alliance. On met le prix. Une grande fête a lieu à Genève le 24 mai 1445, où les noces, par procuration toujours, ont vraisemblablement eu lieu. Marguerite quitte finalement Genève après les festivités pour rejoindre à Bâle la délégation de son époux qui l'attend pour la ramener finalement à Heidelberg, où elle rencontrera pour la première fois son époux. Donc vous voyez, à nouveau une alliance qui est faite complètement indépendamment des deux personnages impliqués. Le convoi compte environ 200 chevaux, donc c'est un convoi important pour accompagner Marguerite auprès de la délégation de son époux. À l'instar de son mariage dans le sud de l'Italie, Marguerite traverse des régions qui ne sont pas sûres du tout, où des bandes armées sévissent, et afin de sauvegarder la sécurité de la jeune femme, Berne et Soler vont fournir à la jeune femme une escorte de plus de 600 hommes. Donc vous voyez, les 200 qui sont déjà partis de Genève pour accompagner Marguerite, plus l'escorte de 600 hommes, vous pouvez vous imaginer finalement ce convoi gigantesque qui va arriver à Bâle aux alentours du 18 juin. Donc un convoi phénoménal pour accompagner Marguerite. Le dimanche 27 juin, elle embarque sur le Rhin pour rejoindre Heidelberg, où le mariage doit être célébré, évidemment cette fois-ci en présence de son époux. Marguerite est désormais comtesse de Bavière. Elle ne va porter ce titre que peu de temps, car son époux, Louis IV du Palatinat, meurt soudainement, à nouveau, le 13 août 1449, à l'âge de 25 ans seulement, 5 ans seulement après leur mariage. Un deuxième veuvage pour Marguerite. Elle se retrouve seule de nouveau, mais cette fois-ci, elle a un fils. La situation est quand même totalement différente de son premier veuvage. Elle n'a que 29 ans, mais cette fois-ci, son fils est bien là. Il n'a que 15 mois au moment du décès de son père, mais c'est pour cette raison qu'elle va rester en Allemagne auprès de la famille de son défunt, qui va bien sûr se charger de la remarier 4 ans plus tard, en 1453. Et là, vous voyez, 3 mariages pour Marguerite. Elle est représentée ici en tant qu'épouse de son troisième mari, Ulrich V, comte de Württemberg, qu'elle va épouser en 1453. Et cette fois-ci, un mariage qui va durer plus longtemps que les 2 précédents, parce qu'elle va terminer ses jours avec son époux. Elle meurt en 1479, le 30 septembre, à Stuttgart, où elle est enterrée, dans le chœur de l'église collégiale. Alors sa pierre tombale n'a pas été conservée, mais vous voyez que cette fois-ci, son mariage a duré de nombreuses années par rapport aux 2 précédents, et son mari va même
mourir 1 an après elle, donc elle le précède dans la tombe. Là aussi, un mariage qui est fructueux parce que 3 filles vont naître de ce mariage. Pour conclure, alors les 2 mariages de Marguerite, qui devaient être si profitables à sa dynastie et à son père Amédée VIII, n'ont pas tenu leurs promesses, vous l'avez compris. La couronne de Sicile n'a été qu'un mirage, tout comme la tant espérée obédience de Louis IV de Bavière à Félix V, qui a totalement disparu lorsque les sommes stipulées dans le contrat matrimonial n'ont pas pu être honorées. La Savoie est une mauvaise payeuse, en tout cas pour les 2 mariages de Marguerite, c'est le cas, parce qu'elle n'a versé aucune des 2 dots dans sa totalité. Ça a quand même rendu la position de Marguerite auprès de ses époux et de leur famille peu confortable. Et ce qui me semble aussi important dans finalement ces 2 mariages de Marguerite, c'est 2 aspects des vicissitudes matrimoniales que Marguerite a dû subir et qu'on doit évoquer. Premièrement, c'est les dangers, mais aussi l'attente. Parce que pour servir les desseins politiques de son père, la jeune femme a en effet dû affronter, on l'a vu à maintes reprises, les périls des voyages sur terre, mais aussi sur mer, parfois au risque de sa vie. L'ex voto en est quand même une très, très bonne preuve, mais aussi les affres d'une situation politique instable en Calabre à la mort de son époux, où elle est restée près d'1 an seule, sans réel soutien, avec ses biens confisqués et sa sécurité absolument pas assurée. Et il a quand même fallu qu'elle attende 1 an avant qu'une délégation savoyarde se décide à venir la ramener. Donc on voit aussi que Marguerite a dû affronter des situations extrêmement compliquées seule. Et puis bien sûr, ce qui est aussi important, c'est les 10 ans qu'elle a dû attendre avant qu'on lui retrouve un mari. Donc 10 ans au cours desquels les négociations pour la marier vont se succéder, tout comme les prétendants, ce qui a dû quand même susciter doute, crainte, espoir face au destin qui l'attendait. Et donc, l'attente a dû être extrêmement longue. Et puis, c'est vraiment, je pense aussi, celui d'une femme forte qui a su affronter finalement, on peut le voir notamment dans la dernière partie de son existence, qui a su affronter les différentes adversités de manière extrêmement admirable. Mais ça, vous allez le découvrir dans l'exposition tout à l'heure, je l'espère. Donc je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions.